Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est écrivaine et elle vient nous parler de son 23e roman. Un livre où, comme dans ses précédents, elle s'amuse à imaginer, dessiner, sculpter des portraits de femmes, des personnages féminins, à égalité souvent avec les hommes, qui ont infusé tous ses récits depuis qu'elle écrit. Il y a eu des femmes psychologues, il y a eu des femmes à l'usine, il y a eu des femmes prostituées. Aujourd'hui, avec l'Assassin du dimanche, elle nous livre une fable, un conte politique, à travers une galerie de portraits, des femmes qui se prennent en main. Bonjour Leslie Kaplan. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Leslie Kaplan, ce 23e roman donc s'intitule L'Assassin du dimanche. Oui. C'est le titre, mais paradoxalement, il n'est pas vraiment question de lui à l'intérieur de ces pages. Pourquoi ? En fait, il m'a semblé vraiment important de mettre l'accent sur le collectif de femmes qui s'opposent à lui. Lui, finalement, est un homme de main qui, bien entendu, est aussi un criminel psychopathe qui tue des femmes. Mais il me semblait que l'important, c'était vraiment ces femmes en collectif qui sont finalement très différentes les unes des autres, en âge, en métier, etc. Mais chacune a envie de se défendre et le collectif est un moyen pour ça. Donc c'était ça que je voulais faire. On ne sait pas grand-chose de lui, on sait donc qu'il tue le dimanche, c'est dans le titre, oui. Et que sa zone opératoire est la ville de Paris, la banlieue parisienne, que ses victimes sont donc exclusivement des femmes, pas n'importe quelle femme, tout de même, des femmes qui ont en quelque sorte une forme d'engagement, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire que l'idée c'était qu'il tue tout de même beaucoup de femmes différentes. Parmi les femmes qu'il tue, il y a bel et bien soit des écologistes radicales, soit des syndicalistes, des femmes engagées politiquement. Et le fait qu'il tue beaucoup de femmes différentes peut permettre de penser que ce n'est pas elles qui sont visées prioritairement, alors que c'est sans doute le cas. Et d'ailleurs, il ne tue pas gratuitement, si je puis dire. Ça, c'est aussi l'une des informations qui le concerne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il tue, il est employé, certainement, et à la fin, d'ailleurs, je ne vais pas, après tout, dévoiler la fin du livre, mais il n'est qu'un homme de main, si on peut dire. Donc, vous avez décidé de le mettre en première page de ce livre, avec ce titre, L'Assassin du dimanche, qui nous dit pas effectivement ce qu'il y a dedans, mais on va rentrer effectivement dedans, parce que vous le dites, en fait, le personnage principal de votre roman, ce sont les femmes, la parole des femmes, la diversité des femmes. Tout à fait. Je voulais aussi montrer que dans un collectif, on peut être tout à fait singulière, c'est-à-dire que le collectif n'efface pas la singularité de chacune. Donc il y aura, on va peut-être en parler. On va en parler. Voilà, des femmes très différentes. C'était ça l'idée. Un collectif et notamment aussi quelques références. Dankeschön. Na du, das habe ich doch schon mal gehört. Das war doch. Un extrait du film M, le maudit du réalisateur allemand Fritz Lang, sorti en 1931. Leslie Kaplan, c'est Anaïs, la personnage, la femme cinéphile de votre roman, qui cite ce film dans ce récit, parce qu'il est question de traque. D'abord, comme dans ce film M le maudit, où c'est d'ailleurs un meurtrier d'enfants qui sème la terreur dans une ville allemande, ce qui va d'ailleurs mobiliser la police et la pègre qui vont se mettre à leur poursuite. C'est ça le parallèle ? Oui, c'est là le parallèle, avec aussi le fait que pour justement attraper ce M, le maudit, la pègre divise, parce qu'elle a été accusée et elle veut se laver de l'accusation, a divisé la ville en différents quartiers, et chaque mendiant ou chaque voleur est responsable d'un quartier particulier. Et ça, Anaïs, comme vous dites, qui est très cinéphile, a bien compris et a proposé
proposé au collectif de faire pareil, de diviser la ville, donc là, Paris, la banlieue, en différents quartiers, et chaque femme aura une responsabilité par rapport à ça. Mais dans M le maudit, la question qui se pose, c'est comment on fait justice. Du côté de la police, ils sont du côté de la loi, donc c'est assez clair. Mais du côté de la pègre, qui veut se laver de tout soupçon, on est du côté de la vengeance. Oui. Alors comment vous avez affronté cette question-là, Leslie Kaplan, de régler ses comptes à cet homme, de réparer cette injustice sans tomber du côté de la vengeance ou alors en l'assumant pleinement? En fait, il s'agit surtout de l'attraper et de l'empêcher de nuire. Mais comment? Comment? Bon, alors ça, c'est le livre qui le raconte, mais on peut quand même dire qu'elles y arrivent, à la fois parce qu'elles sont très vigilantes, etc., et aussi, il faut quand même le dire, même si elles sont très organisées, etc., il y a le rôle du hasard. Donc elles ont développé le collectif, il y a celle dont on va parler surtout, mais il y a d'autres femmes qui viennent régulièrement, donc tout le monde est un peu en alerte, et en même temps, il y a cette idée que, ça peut arriver. Bon, voilà, quelque chose peut arriver, et donc il faut être présente au hasard. Ce collectif, vous l'avez dit, sa force, c'est donc de s'organiser, de se réunir tous les lundis soirs, d'être très vigilante, très attentive, en se répartissant ces fameux secteurs de la capitale où chacune doit observer ce qu'il se passe, participer à cette traque. Évidemment, là où je rejoins la question de Géraldine, elles font ça parce que personne ne le fait à leur place. Il y a ce danger. Ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune confiance dans l'autorité du moment, qui finalement laisse courir, ne fait rien à leur avis, n'a aucune stratégie particulière. Donc le fait est qu'elles prennent vraiment la chose en main elles-mêmes. Et je pense que c'est, la vengeance ou pas la vengeance, c'est l'idée que de toute façon ça doit s'arrêter. J'ai présenté votre livre comme une fable, un conte politique. Est-ce que, puisqu'on vient d'en parler, ça veut aussi dire que vous décrivez la France d'aujourd'hui, la France où le gouvernement ne prend pas assez de mesures pour lutter contre les féminicides? On cite très régulièrement l'exemple de l'Espagne, par exemple, qui a réussi en 15 ans à faire chuter de 25% le nombre de féminicides. Il y a aussi cette idée-là dans votre roman? Oui, certainement. C'est-à-dire que rien n'est fait. Ça continue à peu près pareil depuis le temps. Il faut quand même dire aussi que je pense que les féminicides sont la pointe extrême de violences en général faites aux femmes qui existent, que ce soit au niveau des violences conjugales, extra-conjugales, tout ce qu'on veut, mais aussi au niveau de la situation. On en est toujours au fait qu'il n'y a pas vraiment d'égalité homme-femme au niveau des salaires ou des postes de responsabilité, etc. Et c'est tout de même consternant. Bon, voilà. Vous parliez du collectif, vous parliez de la parole, parce qu'effectivement, dans ces réunions, elles échangent beaucoup, ces femmes, elles osent dire les choses aussi. Est-ce que ça, c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu évoluer? Alors, je repense, par exemple, puisque j'ai cité quelques-uns de vos précédents personnages, mais cette idée des femmes qui s'organisent, notamment au travail, pendant la grève de mai 68, depuis maintenant, cette évocation des événements de mai 68, ça existait déjà. Qu'est-ce qui a changé? Ça existait, certainement. C'est-à-dire, après tout, en 68, c'était aussi le début du MLF, les femmes qui s'organisent entre elles pour parler, pour dire ce qui ne va pas. Bon, ça c'est quand même déjà très important. Après, ça a continué plus ou moins. Bon, là, tout de même, on est dans l'époque MeToo, ce qui est vraiment très bien. Bon, quand même, un grand mouvement de femmes pour prendre la parole, comme vous dites. Mais dans l'histoire, il faut quand même le dire aussi, il y a eu d'autres femmes. D'ailleurs, pendant la Révolution française, il y avait un collectif, un club des femmes républicaines révolutionnaires. Il y a eu déjà des femmes qui se sont organisées parce que ça allait un peu de soi pour lutter sur ce qui les concernait.
Donc la force du collectif, on l'a bien compris. Quel est le rôle de la littérature dans tout cela, Leslie Kaplan? Alors, il y a des références littéraires dans votre roman, notamment le personnage d'Eva qui se réfère, qui est totalement voué à Franz Kafka notamment. Elle dit, Franz Kafka, les contes qu'il raconte, les histoires, les récits, ça lui donne des idées pour agir. Oui. De quelle manière? Mais je pense que la littérature, finalement, bon, d'une part, en effet, elle raconte, c'est des récits, très souvent, et c'est aussi une façon d'envisager du possible, ce qui est possible, ce qui n'est pas encore, ou n'est plus, mais aussi ce qui pourrait être. Et ça, je crois que c'est une fonction vraiment très, très importante de la littérature qu'elle a toujours eue. Et donc, elle met souvent, alors, des relations, des rapports entre des choses qui apparemment n'ont pas finalement de rapport, en tous les cas à première vue. Kafka, après tout, il a mis en relation un homme et un cafard. A priori, on n'est pas tellement porté à penser que ça se passe comme ça. Bon, et pourtant, ben, c'est la métamorphose. Bon. Et vous, qu'avez-vous mis en rapport, Leslie Kaplan? Ah, ben ça c'est au lecteur un peu de... Ah non, vous pouvez pas nous faire ça. Quelqu'un aurait pu nous dire, j'ai mis en rapport un homme et un cafard. Bon, malheureusement, j'ai pas eu, moi, la primeur de l'homme et du cafard, mais par exemple, je mets en rapport des femmes qui n'ont a priori rien à voir entre elles. Ah, pourquoi elles ont rien à voir, ces femmes? Ben, elles ont à voir, bien sûr, au fait qu'elles sont femmes, mais entre une ouvrière d'usine comme la jeune Aurélie, entre une braqueuse, comme Jacqueline, une ex-braqueuse, et entre une femme qui enseigne la philosophie dans un lycée, entre une femme qui fait du théâtre et qui adore Beckett. Bon, bien sûr, elles sont toutes femmes, donc toutes menacées, mais avant qu'elles se mettent en relation, alors là du coup avec moi dans la fiction, elles n'avaient pas de rapport entre elles. Ce qui veut dire qu'on a besoin de la littérature pour envisager des rapprochements qui ne pourraient pas se faire à l'heure actuelle. Et ce qui veut dire qu'il y a une certaine manière un échec du mouvement MeToo à se dire qu'on a beau se dire moi aussi, on ne se dit pas moi pareil non plus. Non, mais ça, écoutez, attendez, on n'est pas encore dans une ère post-MeToo, on est toujours en plein MeToo, j'espère que ça va continuer. Ça, de toute façon, et bien sûr, ça, je crois que ça ne dépend de personne en particulier, c'est quand même un mouvement qui se développe et je pense que la littérature peut aller dans ce sens. Participer, nourrir. Mais bien sûr, et aussi aller ailleurs et faire autre chose. Bon, ça, je crois que c'est vraiment... Bon, c'est tout de même aussi la liberté de la littérature. Franz Kafka donne des idées d'agir à Eva. Beckett, vous l'avez cité, pousse Louise à proposer aux autres femmes de monter une pièce de théâtre qui reprendrait l'histoire de cet assassin avec l'idée que peut-être il viendrait assister à cette représentation. Et là, tout on dit non. Qu'on pourrait l'attraper à ce moment-là. Non, là, tout on dit non, pas question, il faut trouver autrement. Donc, il y a l'invention de tout un tas de slogans. Il y a aussi des espèces de happening dans des grands magasins. Bon, il y a toutes sortes de choses possibles et ça, elles ne sont pas en peine d'imaginer des tas de choses qui éveillent et qui mettent tout le monde un peu au courant. Ces textes, ces auteurs donnent des ailes en quelque sorte à ces femmes, elles les poussent à agir, elles leur donnent des pistes, des idées. Vous l'avez dit, est-ce que du coup le pouvoir de la littérature, c'est que votre livre, votre roman, qui est assez court, c'est un petit format chez POL, aux éditions POL, il a un objectif aussi de pousser les femmes, je ne sais pas, les lecteurs, les lectrices à agir? Écoutez, ça, je crois qu'on peut toujours l'espérer. En tous les cas, certainement, il y a une fonction au moins d'éveil que porte la littérature, c'est-à-dire d'éveiller, de rendre conscient, de faire penser aussi, de faire réfléchir, c'est effectivement de donner des idées qui peuvent aller dans tous les sens, qui peuvent d'ailleurs ne pas toujours être bonnes. Mais bon, après, l'action, ça vient ou ça ne vient pas. C'est ça que vous vous êtes dit en construisant cette galerie de personnages aussi. Oui. Je lance des pistes, peut-être qu'elles sont bonnes, peut-être qu'elles sont mauvaises. En tout cas, chacune viendra piocher dedans une idée.
Oui. Un geste. Oui, ça je pense que de toute façon, la littérature, pour moi en tous les cas, essaye d'ouvrir des possibles, d'aller contre tout ce qui est renfermement, ressassement. Bon, moi je viens d'ici ou de là, je m'y tiens, de répétition. Bon, ça je crois que la littérature, c'est vraiment l'ouverture d'un maximum de champs, bon, pour moi. Vous avez parlé d'éveiller, de faire réfléchir, de stimuler la conscience de chacun et de chacune. J'ai parlé donc de contes, de fables. Quelle est la morale? La morale, c'est que, bon, ben, il faut... Sans nous dévoiler la fin. Hein. Ah non, je ne dévoile rien du tout, je vais parler d'une façon assez générale, mais c'est d'essayer d'être au maximum présente à la situation, au monde dans lequel on est, à soi-même, bon, à ce qui se passe. Bon, c'est ça que j'appelle l'éveil, c'est être présent, être là. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas, bien sûr, ça n'empêche en rien de penser au passé, de trouver des références, de faire des relations, des ponts, des correspondances. Mais évidemment, le but, c'est toujours d'être présent. Ces formes insolites, ces immenses bâtiments d'acier, de verre, c'est le nouveau Montparnasse. Tout s'y construit à une nouvelle échelle, tout devient projection sur l'avenir. C'est mon folklore, j'ai bien le droit d'en avoir un. On y voit toujours des artistes, mais il est bien loin le vieux Montparnasse des moulins, des guinguettes, des bals champêtres. Loin celui des années folles, cher aux écrivains et aux artistes. Celui qu'aimait Apollinaire, Modigliani, le douanier Rousseau et Picasso, Mac Jacob, celui où trône l'œuvre de Rodin. Ici, un nouveau quartier ultramoderne est en train de naître, dans une ville en voie d'évolution. C'est la plus vaste opération de rénovation jamais entreprise dans Paris. Il s'agit d'une expérience unique en pleine capitale. Un vaste ensemble, commercial, résidentiel, avec des services publics. Dans ce nouveau quartier d'affaires, Montparnasse d'aujourd'hui préfigure demain et l'an 2000. Depuis près de 3 ans, des milliers de Parisiens apprennent à vivre dans ce Paris des temps modernes. Extrait d'un reportage sur le nouveau Montparnasse. C'était un extrait d'une archive du 6 avril 1968 sur l'ORTF dans l'émission, je la cite, Rond-Point. Leslie Kaplan, vous connaissez bien ce quartier, puisque c'est dans ce quartier parisien que vous avez grandi. Même si on y reviendra, vous êtes né à New York, à Brooklyn. D'abord, en lisant, en découvrant les personnages de l'Assassin du dimanche, votre dernier livre, j'ai eu l'impression de vous voir à chaque fois. Alors, je m'explique. L'amour pour la littérature, l'amour pour le théâtre, bien sûr, la cinéphilie aussi, le travail en usine, on en parlera bien sûr, et puis la prof de philosophie, évidemment, aussi. Est-ce que, voilà, il y a quelque chose de vous dans chacun et chacune des personnalités, des personnages que vous créez? Écoutez, j'ai jamais été braqueuse. Je sais pas osé. Quand même, bon. Vous avez peut-être eu envie. J'en ai connu, à part ça. Bon. Mais oui, il y a forcément. Comment faire autrement? D'ailleurs, je ne voudrais pas faire autrement. C'est évident qu'on travaille, enfin, je travaille avec, disons, mon expérience, que ce soit d'un lieu de vie, que ce soit des rencontres, que ce soit des lectures ou des films. Je pense que, bon, on est toujours fait de ça. Et c'est bien d'essayer, avec la littérature, d'en rendre compte. Ça veut dire que vous êtes quand même attaché à une part de réalité, à quelque chose de sensible que vous avez pu toucher? Oui, certainement, oui. Y compris, en effet, une expérience, ça n'a pas été ma vie, mais tout de même, à l'usine qui a beaucoup compté. Bon, et des tas de choses de ce genre, oui, certainement, oui. Si on en revient au quartier de Montparnasse, oui. Quel est le souvenir que vous en avez? Vous l'avez vu d'ailleurs en 68, ce nouveau Montparnasse arriver? Oui, mais ceci dit, exactement en 68, pendant les événements de 68, j'étais pas à Paris, j'étais justement dans une usine à Lyon, dans le quartier de Gerland, ça c'était Brandt. Donc ce moment-là de Montparnasse, j'ai pas connu, mais sinon Montparnasse, oui, c'était mon quartier d'enfance. J'habitais sur le
boulevard, on allait au jardin du Luxembourg, etc. Bon, enfin, Mais quand vous êtes revenu de Lyon, Mm. tout avait changé. Alors, il y avait eu mai 68, il y avait eu ce nouveau Montparnasse. Oui. Votre enfance était presque différente ou Ah oui, tout à fait. évanouie. C'est-à-dire, à part ça, je suis pas retournée à Montparnasse. J'ai vécu ailleurs dans Paris, dans plusieurs endroits. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que la ville a bien sûr changé depuis le temps que j'étais enfant. Oui, ça certainement. Et est-ce que vous êtes retourné à Brooklyn, du coup, là où vous êtes né? Ah oui, oui, oui. Chaque fois que je vais à New York, je traverse le pont de Brooklyn et je regarde un peu des deux côtés. Bon, à part ça, je ne connais plus personne. Ma famille n'est plus du tout à Brooklyn. C'est des décors, là où vous avez vu, là où vous avez vécu, pardon, là où vous êtes né, là où vous avez travaillé, qui vont donc infuser dans vos romans. Montparnasse, c'est le décor des prostituées philosophes, des amants de Marie, de Fever aussi. Mm. Il y a aussi ce livre où vous vous racontez, autobiographie qui s'intitule Mon Amérique commence en Pologne. Oui. Il y a quelque chose dans votre littérature qui vient de l'image, du paysage en quelque sorte. Comment est-ce que vous avez ce rapport presque cinématographique au roman? Alors ça, je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est vrai que les images ou ce que je vois m'impressionnent toujours beaucoup. Bon, et c'est sûrement aussi pour ça que j'aime tellement le cinéma. Bon, ça certainement. Mais je pense qu'une image finalement est à la fois souvent évidente et en même temps elle reste mystérieuse. Bon, en disant ça, tout d'un coup je me dis c'est peut-être un peu comme les femmes du collectif, c'est-à-dire que en tous les cas c'est ce que j'ai souhaité, elles sont contemporaines et en même temps elles sont donc on les reconnaît parce qu'on en a vu des comme ça et il y a une part vraiment qu'on ne connaît pas mais qu'on peut essayer de deviner et ça je trouve que c'est vraiment intéressant par la littérature, à la fois de nommer des choses, bon, ou des gens, ou des situations, ou comme vous dites, des choses qu'on voit, et de laisser mais parce que c'est un peu nécessaire, une part vraiment ouverte au lecteur. Et c'est d'autant plus facile pour vous, en tant que romancière, de nous mettre simplement des mots dans la tête. Et puis après, il y a une partie aussi, effectivement, d'imagination chez le lecteur. Moi, je me suis imaginé chacune des personnages de votre roman à ma façon. Oui, mais ça c'est... Bon, alors là, c'est très bien. C'est en tous les cas certainement ce que je pourrais souhaiter. C'est-à-dire qu'on s'approprie le personnage et on y met quelque chose de soi dessus. Mais il y a d'ailleurs quelque chose du casting, même dans les personnages que vous avez brossés. Quand vous disiez tout à l'heure, Leslie Kaplan, que vous vouliez avoir une diversité de profils, se dire que ce qui, a priori, n'avait aucun rapport pouvait se rencontrer dans un collectif, et vous obligez presque à faire cette galerie de portraits et oui, comme un casting un peu avec chacun, son caractère, son rôle à jouer, son physique aussi. Oui. Mais je trouve ça vraiment, disons, intéressant en gardant cette espèce d'unité du côté qui a à voir avec elles sont là dans le présent et contemporaines. Bon, oui. Il y a comme une forme d'univers que vous avez créé depuis votre premier roman, votre premier livre, Leslie Kaplan. Vous dites qu'il y a des mondes et des arrière-mondes, c'est-à-dire qu'on retrouve parfois des personnages au fur et à mesure de vos différents romans. Certains sont personnages secondaires dans un et deviennent personnages principaux dans l'autre. Ça veut dire que vous êtes attaché à ces personnages que vous avez créés, que vous avez envie de les faire grandir, évoluer, de leur faire connaître de nouvelles aventures. Comment est-ce que vous avez quel rapport vous avez avec ces personnages-là ? En fait, si j'y pense, le personnage ou les personnages viennent toujours avec des questions. Alors là, très concrètement, dans l'Assassin du dimanche, c'est bon, qu'est-ce que c'est des femmes d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce que c'est qu'un collectif de femmes d'aujourd'hui ? C'est une question. Et du coup, avec ça, l'invention du personnage vient d'une certaine façon. Et c'est vrai que oui, je crois beaucoup au personnage en un sens, puisque c'est quelqu'un qui va parler d'une certaine façon, utiliser la langue d'une certaine façon, dire quelque chose, être en dialogue
j'aime beaucoup le dialogue. Donc ça rejoint aussi l'idée d'un casting, peut-être, si on peut dire... En tout cas, quelque chose de cinéma. De cinéma, oui. Mm. Mais le dialogue, à part ça existe aussi, bien sûr, au théâtre et puis dans la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est un dialogue intéressant entre personnages, par ailleurs différents, justement. Et alors, qu'est-ce que c'est justement un dialogue intéressant? Qu'est-ce qui doit se passer entre deux personnages pour que vous disiez « ça, c'est intéressant » ? C'est-à-dire, pour moi, il faut inventer quelque chose qui parle de la situation, qui dit quelque chose du personnage, mais où il y a un échange, ou au contraire, d'ailleurs, il peut y avoir pas d'échange du tout. Bon, dans ce collectif de l'assassin du dimanche, des fois, ils butent sur non, ça va pas, on s'entend pas. L'une parle des enfants, l'autre parle de l'amour, c'est pas ça. Comment vous avez évolué, Leslie Kaplan, dans votre construction des personnages? Ou même là, on parle du dialogue, des dialogues. Comment vous avez travaillé là-dessus au fur et à mesure de vos livres pour faire des caractères plus nuancés, peut-être des dialogues qui vous semblent plus justes? Écoutez, alors là... Comment vous avez appris, en fait? Comment j'ai, pardon? Appris. Je sais pas si... Oui, j'ai appris. Écoutez, là, c'est vraiment compliqué pour moi de le retrouver. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a... il y a toujours eu du dialogue à partir, attention, du 4e roman du Pont de Brooklyn. Avant, il n'y en avait pas. Bon. Et après, le fait est que ça m'a certainement... aidé de vouloir écrire pour le théâtre quand j'ai été sollicitée pour le faire et tout ça. C'est-à-dire que je me suis à la fois, il faut faire quelque chose, disons, de réaliste ou de vraisemblable, et en même temps tout de même essayer de trouver quelque chose qui étonne, qui est différent. Bon, voilà, alors il faut être entre les deux, si on peut dire. Et d'ailleurs, dialogue ou pas, j'ai été impressionné par le nombre de vos romans qui ont été adaptés au cinéma, au théâtre, en fiction radio aussi. Ça veut dire que il y a déjà tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Les images, les dialogues, les échanges, c'est presque fait pour l'autre média. Bon, j'espère. On va dire. Le premier jour, Mouloud. Montre-lui, Mouloud. L'homme en blouse blanche me plante là et disparaît, affairé vers sa cage vitrée. Je regarde l'ouvrier qui travaille, je regarde l'atelier, je regarde la chaîne. La chaîne. Ces mots évoquaient un enchaînement saccadé et vif. Alors la première impression est, au contraire, celle d'un mouvement lent, mais continu de toutes les voitures. Quant aux opérations, elles me paraissent faites avec une sorte de monotonie résignée, mais sans la précipitation à laquelle je m'attendais. C'est comme un long glissement glauque. Il s'en dégage au bout d'un certain temps une sorte de somnolence, scandée de sons, de chocs, d'éclairs, cycliquement répétés mais réguliers. L'informe musique de la chaîne, le glissement des carcasses grises de tôle crue, la routine des gestes. Je me sens progressivement enveloppé, anesthésié. Le temps s'arrête. Extrait du premier chapitre de L'Établi de Robert Linhart, lu par Samy Frey. C'était dans l'Heure Bleue sur France Inter le 27 février 2023. Leslie Kaplan, L'Établi de Robert Linhart, quel rôle ce livre a joué dans votre vie? Il a été important parce que, j'avais été établie plus ou moins, en fait avant Robert Linhart, mais ça faisait partie du mouvement d'établissement, comme on disait. Après, c'était à la fin de la grève, j'ai été bien sûr licenciée et je suis remontée, j'étais à Lyon, à Paris, il y a eu d'autres choses. Et le fait que Robert Linhart publie L'Établi, donc en 78, ça m'a vraiment fait un peu un rappel, tout de même. Ça existait, il faudrait témoigner. Donc je resitue, vous faites des études de philosophie, psychologie et histoire, et puis vous décidez de devenir établi, donc d'usine. On est en janvier 68, près de Lyon, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui vous pousse à faire cette démarche-là? À quel moment vous vous dites, je dois passer par l'usine pourquoi d'ailleurs?
D'abord, il faut dire que je suis partie à Lyon un peu après janvier 68 parce que j'ai commencé par travailler dans des usines, une usine de biscottes dans la région parisienne. Mais bon, l'établissement, c'était l'idée tout de même que... soyons clairs, pour faire la révolution, il fallait la faire avec ce qui, à l'époque, me semblait être vraiment les personnes les plus concernées, donc des ouvriers, des ouvrières d'usine. Donc c'était vraiment l'idée d'aller travailler en usine pour faire quelque chose d'actif par rapport à, justement, un autre mode de société. Donc c'est une décision politique, militante ? Tout à fait, absolument. C'était pas pour me mortifier ou faire un travail pénible. C'était vraiment l'idée de faire quelque chose, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous apprenez pendant ces 3 années ? Je crois que vous arrêtez en 72, un peu plus. Oui, à peu près. Mais enfin, ça n'a pas été en continu. Oui. Qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce qui vous amène ensuite à écrire ce livre 10 ans plus tard, en 1982, votre premier livre qui s'appelle L'Excel-Usine ? Ce que j'apprends, ce que je vis plutôt d'une façon très intense, c'est vraiment ce que peut être l'aliénation, qui d'ailleurs s'entendait tout à fait dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure du livre de Robert Linhart. L'aliénation, le travail du matin au soir pour un travail ennuyeux qui est répétitif, le travail à la chaîne, le travail qui est aussi obligé d'être silencieux avec des chefs, des sous-chefs, etc. Il faut demander la permission pour aller aux toilettes, etc. Bon, des choses, quand même vraiment dures et assez épouvantables et qui, étaient matière à révolte. Bon, ça certainement. Matière à révolte, vous y arrivez en 68, évidemment. Donc vous voyez cette révolte monter, vous voyez un changement aussi, cette bascule ? Ah oui, parce que tout de même, à Lyon, chez Brandt, les femmes se sont mises en grève, vraiment, ont occupé l'usine. Enfin, il n'y avait pas que des femmes, c'était pas une usine de femmes, mais il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Et elles se sont mises en grève, tout le monde s'est mis en grève, il y a eu une occupation, les cadres étaient interdits d'entrer. Enfin bon, c'était un mouvement vraiment très fort. Et ce qui était effectivement aussi impressionnant, c'est que tout le monde se mettait à se parler. Bon, des personnes qui travaillaient même pas dans le même atelier, se connaissaient donc même pas, se mettaient à échanger, allaient examiner comment était l'usine, découvraient des choses et c'était vraiment très enthousiasmant. C'est là où on en revient à la parole, l'échange, la force du collectif qu'on a abordé tout à l'heure. Quand vous publiez votre livre en 1982, donc L'Excel-Usine, il est repéré notamment par l'intelligentsia de gauche, comme on peut dire, et par Marguerite Duras. Qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là, Marguerite Duras ? Marguerite Duras a été extrêmement généreuse. Elle a voulu faire quelque chose. On a fait un long entretien qui était formidable, qui d'ailleurs est reparu là avec le livre de poche POL, L'Excel-Usine. C'est-à-dire, c'est évident que c'était très important pour moi. Je crois. Qu'est-ce qui reste de L'Excel-Usine aujourd'hui, Leslie Kaplan ? Justement, cet échange, cette dimension collective. Est-ce que vous tracez un fil depuis ce livre jusqu'à aujourd'hui ? Écoutez, je suis obligée de dire oui, forcément. Non, mais vous pourriez dire non, j'ai tourné la page, ça n'a plus rien à voir, le monde a changé. Écoutez, là, c'est compliqué pour moi, c'est un regard sur ma propre écriture. Tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a tellement intéressée quand même d'écrire, j'ai continué. C'était un tel plaisir et une telle façon pour moi d'essayer de rendre compte de ce que je voyais, de ce que je sentais, de tout. Que j'ai voulu continuer. Alors c'est vrai que L'Excel-Usine, il ne s'agit pas dans ce livre-là de la grève. La grève, j'en ai parlé d'ailleurs bien après dans le livre qui s'appelle Depuis maintenant. Dans L'Excel-Usine, c'est l'usine. Mais quelque chose, je crois, du style, il était déjà sûrement. Et pas que du style, aussi du thème, comme on l'a dit. Oui, le collectif aussi, l'échange,
Même si à l'usine, tout est fait pour que chacun soit à sa tâche dans un mouvement de spécialisation, il y a déjà cet ordre-là qui persiste. Oui, sauf que dans l'excel-usine à proprement parler, on ne sent pas vraiment le collectif, sauf que tout le monde est un peu à la même aune. Mais disons que il n'y a pas d'organisation d'action. Tout à l'heure, vous avez dit le plaisir que vous prenez à écrire. Quand on n'est pas écrivain, c'est difficile de s'imaginer ce plaisir-là. Qu'est-ce qui vous pousse toujours aujourd'hui continuer à écrire, à inventer cette galerie de portraits dont on vient de parler dans l'Assassin du dimanche? Qu'est-ce qui continue à vous pousser à l'écriture, Leslie Kaplan? Je crois que pour moi, l'écriture, c'est une façon de penser. Que j'ai, disons, compris ça. C'est-à-dire que, voilà, trouver les mots qu'il fallait, les phrases qu'il fallait pour essayer de rendre compte de ce que je voyais, comme vous disiez tout à l'heure, de ce que je sentais. C'est vraiment, c'est la façon que j'ai, et je pense pour beaucoup de gens, de penser. C'est-à-dire d'essayer de réagir, de répondre au monde qu'on reçoit et qui, à part ça, bien entendu, nous dépasse toujours d'une certaine façon. C'est un monde qui est comment? Un monde qui est plein d'espoir ou qui vous désespère? Je n'ai pas l'intention de me laisser désespérer, mais c'est sûr que c'est un monde très très dur, très violent, brutal, vraiment, que ce soit pour les femmes alors certainement, mais aussi bien pour les enfants, pour les hommes, bien entendu aussi. C'est-à-dire que c'est un monde qui n'arrête pas de vraiment se montrer violent dès qu'on essaye de changer les choses et d'avoir plus de liberté. Merci beaucoup, Leslie Kaplan, d'être venue dans les Midis de Culture. Je rappelle donc le titre de votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions POL, L'Assassin du dimanche. Et pour finir, Leslie Kaplan, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur Brooklyn, où vous êtes né, l'autre sur Montparnasse, où vous avez vécu. Laquelle des 2 souhaitez-vous écouter? Celle sur Brooklyn, peut-être? Buying some vintage records in Williamsburg stores, playing paper boats on East River shores, reading mermaids and lobsters in Coney Island, picking olive floterios in Astroland, spending our days watching skylines from rooftops. On Independence Day, Manhattan fireworks. Life is easier where the rules are red. Brooklyn is a place that's stuck in my head. Here in Paris, the rain is falling. My heart belongs to Brooklyn. Brooklyn, chanté par Woodkid, pour vous, Leslie Kaplan. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, émission préparée par Aïssa Toundoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. C'est Sam Bakiast qui réalise l'émission et la prise de son ce midi. Jean-Guy Limège, merci à tous et à toutes et merci à vous, Géraldine. Merci Nicolas, à demain.